Ce matin, il y a énormément de monde parce que c'est Philippe Poutou qui est au poste. On voit bien une impuissance de la gauche, mais qui est quand même grandement liée au reniement de la gauche quand elle était au pouvoir. Et c'est pour dire qu'il nous reste 200 parrainages à obtenir. C'est un peu sous pression peut-être des syndicats de la police qui finit par déposer plainte. Bien le café. On est sur cette bataille pour convaincre à travers des discussions qu'on est utile au débat politique. Du coup, on voit le malaise partout, des inquiétudes partout, et un ras-le-bol, une colère. Entre la crise économique qui s'approfondit et les logiques liberticides et autoritaires d'un pouvoir, c'est pour nous, on a beau yeux de dire on n'y va pas, on n'est pas invité de toute façon. Bien le café. Mais le café, bonjour. La pause Poutou classique, la pause des affiches. Comment ça va, Philippe? Ça va. Ça marche. Le son, c'est bon? Le son, c'est bon, l'image est parfaite. Peut-être pas parfaite. Bah si, il y a Picasso derrière toi, non? Oui, je suis pas chez moi. Je me suis dit que c'était pas mal comme illustration. Guernica. C'est Guernica, c'est ça, hein? C'est bien ça. Mm. Bon, dis-moi, là, tu es à Mulhouse, à la pêche au parrainage, c'est bien ça? Enfin là, c'est des meetings en fait, parce qu'en même temps qu'on a beaucoup d'énergie consacrée au parrainage, évidemment, puisque ça c'est incontournable si on veut être candidat officiel. Mais à côté de ça, on fait une campagne normale. On fait des meetings, des rencontres militantes, des rencontres avec des collectifs en lutte dès qu'on peut. Enfin voilà, ça c'est l'activité normale d'une campagne. Et à côté de ça, on a une préoccupation qui est très pesante, c'est celle effectivement d'obtenir les 500 parrainages. Et là, c'est l'actualité, hein. Ça en parle dans les médias, mais enfin, on s'est aperçu que dans les médias, l'inquiétude, c'était pas pour nous, hein. C'était plus pour Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, mais que personne ne s'inquiétait trop de si on allait, nous, les obtenir. Mais en tout cas, on se bat pour ça et l'objectif, c'est vraiment de les avoir dans les 10 jours qui viennent, hein. Je dois te dire, là, Philippe, je dois être tout à fait franc. On s'est déjà rencontrés au mois d'août, au village vacances du NPA. Et moi, je t'ai dit, vos histoires de signatures, c'est du bluff, j'y crois pas. On est officiellement candidat que si on franchit cette barrière-là. Une barrière qui est pour nous antidémocratique, parce que c'est un filtre, mais c'est 500 parrainages. Voilà, il faut aller les chercher. Et il n'y a que les petites candidatures qui sont obligées d'aller les chercher, puisque les partis qui ont des élus n'ont pas besoin d'aller les chercher. Ils en appellent à leurs élus et ils ramassent comme ça 500 parrainages. Tu avais été absolument passionnant, tu nous avais expliqué que vous preniez la petite kangou et vous alliez de mairie en mairie pour aller chercher des trucs et qu'en réalité c'était très dur. C'est pas du bluff. On est d'accord? Ah ben là, oui, ben là, on le voit au compteur officiel, hier, c'était 224. Donc ça, ce sont les parrainages qui sont validés par le Conseil constitutionnel. On sait qu'on a une trentaine de formulaires qui ont été envoyés par la poste, et en plus, on a une cinquantaine de promesses sur lesquelles on peut compter. Donc en fait, on est autour de 300. C'est à la fois inquiétant et pas inquiétant, parce qu'il y a 5 ans, on était dans ce niveau de retard. Mais c'est aussi à ce moment-là que les maires se décident. Voilà, c'est au dernier moment, parce qu'en fait, plus c'est tard, plus les maires sont un peu à l'aise, parce que ça apparaît comme une caution démocratique et pas comme un soutien politique. Et alors là, on est effectivement sur les routes encore. Il y a des camarades qui sont sur les routes avec leur voiture, alors pas forcément leur kangou, hein, ça peut être aussi des fois des voitures de location, parce que tous les camarades n'ont pas de voiture. Et puis on donne des coups de fil aussi, parce que dès qu'on a rencontré des élus une ou deux fois, on se permet de les appeler. C'est quand même plus simple. À partir du moment où il y a eu un contact humain déjà, on est sur cette bataille pour convaincre à travers des discussions qu'on est utile au débat politique et que ce serait mieux qu'on soit dans cette campagne-là plutôt qu'absent de cette campagne-là. Objectivement, tu penses que vous allez y arriver ou vous vous inquiétez vraiment? Ah ben on s'inquiète vraiment, on s'inquiète à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'a aucune garantie. En plus, on est dans une ambiance où la plupart des élus n'ont pas envie de parrainer parce qu'il y a des pressions, parce que enfin, c'est des raisons diverses, hein. Je crois que c'est un tiers à peine des élus qui parrainent. Les choix des uns et des autres sont toujours en crainte des réactions ou des conséquences. Donc, on est sur quelque chose de très timoré et il faut qu'on force un peu les choses. Donc, et on ne sait pas si au bout du compte, on réussira à convaincre suffisamment d'élus. On ne va pas dire qu'on est confiant parce que c'est comme ça. Le risque est réel de passer à côté. Et si on ne les a pas, alors on se tape dessus en disant mais non, mais on les aura. Voilà. Et même moi, j'ai pas le droit de dire et si on les a pas. Philippe. D'abord, je pense qu'il faudrait que tu redresses un tout petit peu ton ordinateur. Non, pas toi, l'ordinateur hop, et puis non, pas autant. Et maintenant sur ta gauche, si tu peux le tourner si tu peux le tourner un peu, je sais pas si tu vois parce que là t'es. Voilà, là c'est bien, clac clac. La photo officielle de Philippe Poutou en campagne sur Twitch. Comment tu expliques que Lutte ouvrière et ces 500 signatures et pas vous? Alors on parle de la discipline du parti, tatati tatata, mais en fait moi ce qu'on me dit c'est que non, simplement les types et les filles
Ils réseautent régulièrement. C'est vrai qu'ils s'y prennent beaucoup plus tôt que nous. Nous, on démarre en juillet de l'année précédente. On désigne d'ailleurs notre candidature en juin de l'année précédente. Et en fait, on démarre les parrainages quand on a un nom de candidat. L'Utouria, il doit avoir cette préoccupation permanente. Ça, une fois que la présidentielle est passée, ils sont déjà sur la suivante. Ils ne font pas que ça, évidemment. Hein, ils ont une activité militante. Mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose qui est permanent, qui est continu. Et nous, en fait, c'est une préoccupation qui est lancée à la dernière année, mais on n'a pas envie non plus de s'en occuper avant. C'est aussi un choix politique. Alors, on se complique la vie, certainement. Anka 26 te demande, est-ce que vous ciblez plutôt des élus de gauche ou de n'importe quel parti? Non, on cible les communes, les petites communes. On ne va pas voir les députés, on ne va pas voir les sénateurs, on ne va pas voir dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. En fait, on ne va pas voir les élus qui sont encartés ou qui sont déjà connus pour appartenir à tel ou tel parti. Ça ne sert à rien parce qu'il y a des consignes internes de parti qui disent de toute façon, il faut parrainer le candidat du parti. Et donc PS, enfin, tout ce qui est gros parti, on ne va pas les voir. Et donc, du coup, on va voir des élus, des maires qui sont de sensibilités différentes. D'ailleurs, on ne vérifie pas. On a des noms qu'on connaît puisqu'on a les élus qui nous ont parrainés il y a 5 ans ou qui nous ont parrainés il y a 10 ans. Donc, ceux-là, on va les revoir. Enfin, celles et ceux qui sont encore élus, on va les revoir. Mais après, on ratisse le territoire, c'est-à-dire qu'on a des circuits par canton, on a une équipe de 2 en bagnole, et puis on se fait le circuit avec la liste des mairies qui appartiennent à tel canton, et on va voir tout le monde. Le parrainage, c'est une caution démocratique, c'est pas un geste de soutien politique, c'est pas un geste qui dit oui, je suis d'accord avec telle ou telle candidature, c'est juste de dire on pense que cette candidature-là est utile et j'accepte de la présenter. On peut avoir des maires de sensibilité de droite qui considèrent que c'est chouette qu'on y soit. En échange, est-ce que tu prends le pouls du pays, et notamment, très bien le café, très bonne tasse, est-ce que dans le même temps, ça vous permet d'apprendre le pays, et notamment ce pays des campagnes, ce pays des petites communes, dont on ne parle jamais, et dont on me dit qu'il y a beaucoup de souffrances totalement invisibles. Est-ce qu'il y a des discussions politiques, pour le dire autrement, avec ces gens-là, ou c'est uniquement, allez, signe-moi le papier, file ta cotise. Dès qu'on a la chance de rencontrer des maires et qui acceptent la discussion, c'est des discussions qui peuvent durer 1 heure, 2 heures. On est militant tout le temps, c'est-à-dire qu'on discute et on discute de tout. Et les élus dans les petites communes, c'est des gens avec qui on est très proche. Parce qu'en fait, c'est souvent des travailleurs ou des travailleuses. Ce sont bien souvent le milieu agriculteur, agricultrice, Voilà. mais c'est aussi des salariés de services publics, c'est des salariés des fois retraités de grosses boîtes. Enfin, on a tous les cas de figure. En fait, on se retrouve à discuter avec des gens, on va dire entre guillemets, ça n'a pas trop de sens, mais normaux. Et là, par exemple, dans tes rencontres, est-ce qu'il y a des discussions qui t'ont ébranlé sur tes bases, sur ton programme? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ah merde, on n'avait pas vu ça, il faudrait peut-être qu'on en parle? Certainement. Enfin là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a quand même le même ras-le-bol que dans l'ensemble de la société. Les mêmes inquiétudes. Hein. Quand on discute, par exemple, des élections qui viennent et de la question de la gauche, de la faiblesse de la gauche, la division de la gauche, la puissance de la gauche, c'est-à-dire qu'on voit aussi toutes ces inquiétudes qu'il y a du côté des gens qui ont ces sensibilités-là. Globalement, c'est aussi la vision d'une société qui n'est pas démocratique. Il y a un ras-le-bol des élus qui ne se sentent pas respectés, qui ne se sentent pas entendus. Ils contestent d'ailleurs l'évolution des institutions. Hein. De moins en moins de pouvoir pour les petites communes, de plus en plus de pouvoir pour ou les départements, les régions, ou ce qu'on appelle les intercommunalités, les agglomérations. Donc, on voit ces élus qui se retrouvent avec un sentiment d'impuissance et qui contestent l'évolution des choses, moins de dotation publique, de plus en plus de difficultés à gérer une commune. Donc, en fait, on se retrouve avec la même critique de l'évolution de la société. Et là, par contre, c'est aussi avec des élus qui sont de sensibilités très diverses. Il est 9h15, c'était con parce que c'est un peu rapide. Tu dis, les élus nous parlent de la division de la gauche. Mais quand vous arrivez, vous êtes la division. Bien le café. Vous êtes la division. C'est pas là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Eh oui. Ouais, alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? On l'assume parce qu'on n'est pas de cette famille non plus, de cette gauche institutionnelle, de cette gauche de pouvoir. Donc, en fait, depuis que les élections présidentielles existent, il y a des candidatures à l'extrême gauche. Hein. On connaît évidemment Arlette Laguillet qui a été candidate pendant 6 fois. Et à chaque fois, on a reproché à l'extrême gauche d'exister aux côtés de la gauche. À chaque fois, on a reproché à l'extrême gauche de prendre le risque de faire perdre la gauche. Et donc, on est toujours là-dedans. Alors, la différence aujourd'hui, c'est qu'en fait, la gauche, elle est ultra affaiblie. Elle est plus que divisée. C'est qu'on voit bien une impuissance de la gauche, mais qui est quand même grandement liée au reniement de la gauche quand elle était au pouvoir.
Donc après, nous, on est là encore aujourd'hui, on ne grossit pas. D'ailleurs, c'est le côté qui est un peu marrant, c'est quand on voit dans les sondages qu'on est à peu près au niveau du PS. Si on nous avait dit ça il y a 20 ans, on se serait dit, putain, l'extrême gauche va grossir, grossir, grossir. En fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est le PS qui sombre. Je sais pas si c'est très bon signe. Mais Non, bon. non, pas du tout. C'est des genres de choses dont on ne se satisfait pas parce que Bah oui. autant l'écroulement du PS, c'est pas un problème pour nous, mais le problème c'est que à la place du PS, il n'y a rien qui se construit. C'est vrai que nous, on aimerait bien qu'il y ait une gauche combative, une gauche anticapitaliste, une gauche liée aux mouvements sociaux, qui parle de lutte et de transformation radicale du système, et on n'a pas ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Mais ceci dit, on pense que si on n'est pas là pour essayer de mettre ça en débat, y compris même par rapport à Mélenchon ou par rapport aux camarades du Parti communiste, d'arriver à discuter, mais c'est quoi qui va changer nos vies? Est-ce que c'est vraiment un super candidat de gauche alors qu'on a déjà quand même des expériences de trahison diverses? Ou est-ce que c'est la question des mobilisations, la question d'un rapport de force dans la société au quotidien? Bon, nous, on pense qu'on a cette utilité-là, d'être là, de dire, ben oui, comment on va changer les choses? Eh bien, on les changera parce qu'on prendra nos affaires en main. Bon, voilà, c'est tout ça. Donc, du coup, on est à la fois, évidemment, un des éléments de la division, mais en même temps, il faut quand même constater que la gauche, elle a plusieurs familles et qu'on n'a pas tous la même histoire, qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités dans la situation actuelle, et que c'est quand même bien de faire exister l'anticapitalisme, l'internationalisme, voilà, et toutes les idées de la révolte, et en tout cas d'essayer de jouer un rôle dans un débat politique dont les forces de gauche ont besoin. Mais là, restons sur les parrainages, si tu veux bien. Bien le café, bien. Mamie Miam te demande, est-ce que les gens qui vous disent non, vous disent pourquoi? Oui, 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 bien sûr. Alors, beaucoup, enfin, c'est comme tout dans la société, c'est qu'il y a plein de gens qui ont du mal à assumer ou qui vont un peu fuir la discussion et qui vont pas répondre ou qui vont se démerder de filtrer avec la secrétariat de mairie. Donc, on a ça aussi, évidemment. Mais Bien sinon, sûr. il y en a beaucoup qui assument. Et en fait, l'argument qui vient en avant, mais c'est dit par beaucoup de candidatures aussi dans les médias, c'est la peur des conséquences. Depuis assez peu de temps, en fait, hein, les parrainages sont publics, il y a un truc de transparence, et donc il y a des maires qui semblent ne pas vouloir rendre des comptes à leurs administrés en disant j'ai donné ma voix à Poutou, par exemple. C'est ça? C'est ce qu'on vous dit? Mais oui, c'est ce qui est mis en avant. Alors même sur la question de la publicité des noms, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a toujours eu des noms rendus publics. C'était les 500 tirés au sort. Par exemple, quand on a 550 parrainages, il y en a 500 qui sont rendus publics. Alors, c'est tiré D'accord, au sort jusqu'à 500. Ça a toujours été ça, hein. La d'accord, différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la totalité. Alors la différence, c'est plus pour les grosses candidatures, les grosses écuries, parce que par exemple, Pécresse, elle a 2000, plus de 2000 parrainages. Ce sont les 2000 qui sont publics. Avant, c'était que 500 sur les 2000. On ne défend pas l'idée que ça ne doit pas être public. On pense que c'est normal, en fait, que ce soit public, parce que ce sont des cautions démocratiques, c'est facile à assumer, ce n'est pas un soutien politique. Et puis, c'est comme ça, la loi donne la responsabilité aux élus de permettre à ce qu'il y ait des candidatures qui soient autres que celles des gros partis politiques. Donc ça peut s'assumer. Et nous, on pense que c'est logique, ça s'assume. On est d'ailleurs plutôt pour la transparence de la vie politique. Donc ça ne nous gêne pas. Mais c'est vrai que par contre, des élus sont gênés par ça. Et c'est vrai que dans le climat politique actuel, parce que les pressions, elles sont diverses. Il y a à la fois les pressions de partis, pour les adhérents de partis. Il y a la pression des pouvoirs politiques locaux, comme les départements, les régions. Et c'est vrai que les maires, ils sont tellement en situation de faiblesse que des fois, ils ont un peu peur de perdre une subvention ou un peu peur de dégrader des relations qui ne sont pas toujours simples. Donc, du coup, assumer aujourd'hui, dans la période actuelle où il y a quand même un climat réactionnaire, un électorat qui penche très à droite, c'est vrai que des élus s'inquiètent un peu du signal qu'ils donneraient en parrainant une candidature gauchiste comme nous, les méchants qui seraient pour renverser le capitalisme. Et même s'ils trouvent nos idées sympas, ils ont des craintes à assumer. Mais en même temps, des fois, c'est des peurs qui sont fantasmées. Ils se font des montagnes de leur choix, alors qu'il y a plein de maires qui parrainent et qui n'ont pas de problème derrière et qui sont réélus derrière. Donc c'est ça qu'on essaie de discuter avec eux. Mais surtout de mettre en avant la question de la responsabilité politique. Si les maires dans les petites communes, ils n'osent pas faire ce geste-là, ça veut dire alors qu'ils critiquent le système, ça veut dire qu'en fait, ils laissent le système continuer son petit jeu. Et donc, ils ont une responsabilité de faire en sorte qu'il y ait des candidatures comme la nôtre qui soient là, quoi. Alors, on essaie de les convaincre sur tout ça, quoi. Donne un papa te demande quel serait le système de parrainage idéal, s'il en faut un. Bah déjà, de toute façon, idéal, c'est difficile à dire parce que l'élection présidentielle, c'est pas un système idéal. Donc, il n'y a pas que la question des parrainages qu'il faudrait revoir. C'est la question de la fonction présidentielle, la question de toutes les règles électorales qui permettent aux plus gros partis, à ceux qui ont du pognon, de s'en sortir mieux que ceux qui n'en ont pas. Donc, la démocratie est déjà très limitée. Mais sur la question précise des parrainages,
Nous, on pense que la meilleure des solutions, c'est d'ailleurs pas que nous qui le disons, hein, je crois qu'aussi du côté de Mélenchon, du côté de plusieurs partis de gauche, c'est défendu, c'est l'idée d'un parrainage citoyen, d'un parrainage des électeurs, tout simplement, de la population, avec un seuil à 100 000, à 150 000, on ne sait pas, il faut voir. Mais en tout cas, ce serait quand même plus logique que ce soit la population elle-même qui soit en position de dire cette candidature-là, on pense qu'elle est utile et sans même de dire on va voter pour elle. Mais un peu le même principe que pour les élus, mais sauf que ce soit ouvert à l'ensemble de la population. Ça permettrait quand même quelque chose de plus direct, de plus démocratique. Alors, encore un autre nous dit, une question assez rigolote, j'aime bien, qui fait allusion évidemment à ta position de candidat chômeur. Comment, si tu n'as pas les parrainages, comment feras-tu pour justifier que ta candidature n'a pas été retenue à Pôle emploi? J'ai vu qu'il y avait des dessins qui circulaient qui étaient assez rigolos. Comme quoi, en fait, c'est Pôle emploi qui m'a proposé cet emploi, faire acte de candidature. T'as traversé la rue? Attends. Ouais. Donc, du coup, c'est assez marrant. Mais des fois, c'est ce que j'explique dans les meetings, c'est que en fait, voilà, j'ai besoin d'un boulot et il me faut celui-là cette année. Les autres fois, c'était pas si grave que ça, mais cette fois, oui, il me le faut vraiment. Yanninou te demande pourquoi tu as rempilé une 3e fois alors que 2 fois, c'est 2 fois maximum et qu'une femme était pressentie. On n'a pas de règle en fait. Il y a pas les 2 fois maxi, c'est pas une règle. On était parti sur une camarade parce qu'on s'est dit, c'est vrai que en fait, c'est quand même, ça la fout mal pour un parti féministe d'avoir au moment des présidentielles tout le temps des mecs. Ça, c'est un problème politique, on le sait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la crise sanitaire. Je mets en avant des difficultés qu'on a. Donc là, je réponds de suite, évidemment, qu'on a plein de camarades qui peuvent faire ce job-là, et beaucoup mieux que moi, que ce soit des mecs ou des filles. On n'a pas de souci avec ça. Maintenant, le choix qui a été fait, c'est vrai que c'est un choix sur la défensive. On n'est pas en situation de rapport de force très favorable. En interne ou partout, on voit bien, la gauche ou les forces militantes, on est plutôt en état de fragilité. Et aujourd'hui, la question des parrainages nous pose un gros problème parce qu'on sait que c'est difficile. Même avec moi, vous voyez, c'est difficile. Avec un nom déjà connu, c'est difficile. Alors avec un nom inconnu, ce sera encore plus difficile. Et c'était cette idée-là de mettre en place un visage qui était déjà dans le paysage politique. Tu t'éloignes de plus en plus. Il faut vraiment que tu t'as pas le retour. Ouais, tourne un petit peu l'ordinateur. Ouais, encore un peu. Vas-y. Encore un peu. Non, dans l'autre sens. Non, oui. Voilà. Très bien. Là, c'est parfait. Et puis, ça fait chier parce qu'on porte une parole. Des fois, il y a un sentiment d'imposture. C'est pas normal que ce soit moi qui parle de telle ou telle chose. C'est pas normal que je parle d'écologie. C'est pas normal que je parle de féminisme ou d'antiracisme. Alors qu'on a des camarades qui sont investis au quotidien dans ces luttes-là, dans des collectifs qui sont. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très compliqué à gérer parce que pourquoi c'est moi qui suis là pour dire. Les meetings, c'est aussi compliqué à gérer. C'est quoi cette parole comme ça là? Il y en a un qui parle au nom de tout le monde. Heureusement qu'on a des débats dans les meetings. Ça permet de faire que la parole est plus partagée. Les tribunes, on fait un effort, on fait en sorte que les collectifs militants puissent prendre la parole. Donc, on essaie de sortir le plus possible de cette histoire de personnalisation. Mais c'est vrai que c'est chiant. Philippe, je trouve que la question se pose. Ta réponse, c'est ta réponse. Mais je dois dire aussi que ce matin, il y a énormément de monde parce que c'est Philippe Poutou qui est au poste. On pensait que c'était moins compliqué de mettre un visage déjà connu pour pour essayer de convaincre de la légitimité de notre présence. Parce que déjà, être là, on nous dit « Ah ouais, mais là, vous faites chier, vous divisez la gauche, Mélenchon, il va pas gagner à cause de vous. » Alors imaginez, on met une camarade qui arrive, qui n'est pas connue, et bam, alors là, on a les réflexions 100 fois plus fortes. Parce que moi, à la limite, il y en a plein, y compris chez les camarades de FI ou chez les camarades du PC de partout, il y en a plein qui considèrent que c'est chouette que je sois là, parce que tout le monde se souvient du débat d'avril 17, tout le monde se souvient un peu, parce que en fait, les idées, elles prennent des visages. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système.
Le système vous protège, tant mieux pour vous. Oui, c'était un coup d'éclat. Bon, respect. Bon, enfin, c'est bon. Ouais, mais ça reste, et ça reste, Ça c'est un reste. peu le symbole de la campagne, mais c'est un peu comme Patrick Hernandez qui fait sa chanson, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, il a vécu toute sa vie avec son tube. Bon, moi, j'ai mon tube. On a nos propres faiblesses, on a des choses qu'on ne sait pas faire, et voilà, ça, on le reconnaît sans problème. Après, on fait au mieux dans la période actuelle, et là, on fait avec ma gueule pour l'instant, et je peux presque vous dire que c'est la dernière fois que j'y suis, quoi. Hein, c'est la troisième fois que je dis ça, mais. Presque. Tout est dans presque. Mais justement, tu viens de parler de la hernandisation de ta vie, hein, donc bien le café. Donc avril 2017, justement, Glodioman te demande comment as-tu pris les annonces dans la presse disant que Macron évite les débats. A priori, il n'aurait pas envie de se retrouver face à toi, parce que visiblement, quand tu avais sorti les pistolets, les balles sifflent encore. Dans l'entourage de Macron, des gens qui ont sorti cette formule-là, comment voulez-vous qu'après une rencontre avec Poutine, Macron puisse se rabaisser à débattre avec Poutou? Bon, voilà, on a vu tout ça. Donc, en fait, j'étais le nom un peu de ce que eux, ils considèrent comme candidature illégitime et inutile. Hein. C'est le pouvoir qui parle, en fait. Hein. C'est le pouvoir Bien sûr. avec son arrogance, avec son mépris social. Et moi, je symbolise ça, en fait, parce que je pense qu'il en a rien à foutre de mon nom. Il n'a même pas peur. Enfin, je ne crois pas, je ne pense pas. On ne peut pas penser même un seul instant que Macron puisse être gêné de débattre, puisse craindre une discussion ou un face-à-face avec moi. Donc le problème, à mon avis, il n'est pas là. À notre avis, il n'est pas là du tout. La chose qu'ils craignent, ce n'est pas tellement un ou une individu, c'est qu'en fait, dès que la politique, elle sort de leur milieu social, dès que ce sont des gens qui sont des gens comme nous, des salariés ou des ouvriers ou des chômeurs, ce qui les emmerde, c'est cette liberté de parole qu'on a. Ils ne contrôlent pas du tout. Ils ne sont pas habitués à discuter, à se confronter avec des gens comme nous. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt l'idée d'une classe riche, une classe privilégiée qui n'a pas envie de s'emmerder. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation de mépris, d'arrogance. Mais le signal donné par l'entourage de Macron, c'est presque pas juste, on ne veut pas débattre avec Poutou, on ne veut pas débattre avec ces gens-là. C'est aussi de dire, mais un appel au maire, finalement, mais parrainez pas ces gens-là. Il y a quelqu'un qui est, pour employer le terme consacré, plus invisibilisé encore que toi, un ancien camarade, bien le café, c'est Anas Kazib, qui n'a aucune invitation. Nous, on est très peu invités. Mais Anas Kazib, il est encore moins invité que nous. C'est toujours pareil, quoi. Il y en a qui arrivent un petit peu à percer, il y en a qui arrivent à se faire entendre, il y en a qui arrivent à gérer les réseaux sociaux mieux que d'autres. Donc, du coup, il y a des noms qui ressortent. Mais le parti animaliste, qui a fait un score de plus de 2% aux européennes, est complètement écarté des médias. Et c'est quand même assez scandaleux, surtout que ça représente une idée ou des choses qui sont importantes à discuter. Ce filtre-là aussi, il sert à décourager parce que là, je vais rajouter un truc qui est quand même assez dingue dans la loi des parrainages, c'est que on est donc le 4 mars, c'est effectivement la date limite et on sait si on est qualifié pour la phase finale ou pas. Mais avant le 4 mars, on est obligé de commander le papier pour les professions de foi, les bulletins de vote. Donc, ce sont des centaines de tonnes de papier qu'il faut payer. Alors, comme c'est la crise sanitaire, ça spécule sur le prix à la tonne qui est monté en flèche. Absolument. Et donc, du coup, on a commandé le papier pour les bulletins de vote, enfin, pour tout le matériel officiel. On a réservé les salles de meeting jusqu'au 8 avril parce qu'on ne peut pas lancer les meetings et les réservations de salles après le 4 mars. Sinon, on ne peut plus rien faire parce que tout est bouclé. Et donc, tout ça, c'est des réservations, c'est des coûts financiers. Donc, vous vous rendez compte, on a. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Le 4 mars, si on a par exemple 450 parrainages, il nous en manque 50, on est éliminé et on est comme des cons avec nos tonnes de papier qu'on a payé et on est comme des cons avec tous les meetings qui sont réservés. Donc, il faut se rendre compte que en fait, tout le système est fait pour décourager, pour intimider et pas oser faire. On est petit, on a des faibles forces et tout ça, on a tous ces défauts-là, mais on se dit, on va y arriver quand même et on prend un risque. C'est un pari. S'il n'y a pas de débat, est-ce que ta candidature est toujours aussi utile? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de débat à la télévision, et finalement, s'il n'y a pas, tu vois, la caisse de résonance, parce que, bon, là, au poste, c'est sympa, les meetings, c'est sympa, mais bon, l'enjeu, on est bien d'accord, c'est la grand-messe. Si Macron refuse de discuter avec toi, si ce tri s'opère de plus en plus, est-ce que là, vous n'êtes pas pris dans votre propre logique? S'il n'y a pas les débats avec nous, si tous les débats, comme ça se passe d'ailleurs dès maintenant, sont organisés sans des candidatures comme la nôtre, c'est sûr que ça diminue l'impact. Oui. Mais ceci dit, l'impact de la campagne, c'est pas juste ces débats. Il y a la présence dans les médias. On a une présence dans les médias qui est incomparable avec le temps normal. En temps normal, on n'est jamais invité dans les médias. Entre deux présidentielles, on n'est pas invité, ou alors une fois ou deux sur 5 ans.
hein. Et quand je dis nous, c'est Olivier Besancenot, par exemple, ou moi-même. Si on fait la somme des invitations sur les 5 ans entre 2 élections présidentielles, c'est quand même très réduit. Puis on peut parler de lutte ouvrière, on peut parler même globalement de Bien, militants ouvriers, bien sûr. syndicalistes, en dehors de… Voilà. Donc la campagne, elle permet, à notre avis, de faire exister des choses qui n'existent pas en temps normal. Alors, donc, c'est n'importe quel passage médiatique. Nous, pour nous, un passage médiatique, c'est quelques minutes qui permettent de faire entendre autre chose. On ne prend pas toutes les invitations médiatiques non plus, on sélectionne. Ce n'est pas parce qu'on est peu invité qu'on va prendre tout et n'importe quoi. Hein, je ne vais pas lister les invitations qu'on a refusées ces dernières semaines, mais en tout cas, on choisit aussi. On n'a pas envie de Ah bah faire ça, n'importe quoi. Là, j'en atteste. Hein. Ça a été ouais. difficile de vous avoir. Hein. C'était plus facile au mois d'août, Monsieur Poutou. Hein. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Nous, on est pour faire ce genre de choses, mais il y a des grands rendez-vous médiatiques qu'on Bah refuse. si. Alors pourquoi? Bah oui, mais Ben, pourquoi? par exemple, CNews, on n'y va pas. CNews, on n'y va pas. On considère que c'est la chaîne de Bolloré. Enfin, on considère c'est la chaîne de Bolloré, c'est la chaîne de Zemmour, c'est la chaîne d'extrême droite. On n'y va pas. Par principe, on n'y va pas. D'ailleurs, on fait les malins en disant ça, mais CNews, ça fait longtemps qu'ils nous boycottent. En fait, il y a une sorte de boycott réciproque. Malgré tout, on pense que c'est donc important de prendre quelques espaces quand même, mais c'est pas juste les médias. Par exemple, on fait des meetings. Dans pas mal de villes où on a des équipes militantes souvent très peu nombreuses. Donc en fait, il n'y a pas que la média, il y a aussi les répercussions un peu d'une campagne électorale. Ça permet de remettre en mouvement des équipes militantes, ça permet aussi de toucher plus largement les gens. On a des jeunes qui viennent au meeting, on a des gens moins jeunes aussi, mais qui viennent discuter, qui ont de la À propos, curiosité. Et donc cette campagne-là, elle permet d'essayer de remettre en place des tissus, des réseaux militants. Et c'est très utile pour ça. Et on est très satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à présent. je voudrais quand même aborder la question. Tu as parlé de Zemmour, etc. Bref, bien le café. Tu as parlé de Zemmour et compagnie. Est-ce que vos équipes, là, quand vous sillonnez les campagnes pour votre campagne, est-ce que vous sentez monter le fascisme? Est-ce que il y a des maires qui vous parlent de violence, qui vous parlent de ceci, de cela, ou pas? Je ne crois pas qu'on ait des retours comme ça, de maires qui soient victimes de violences ou qui fassent remonter ce genre de problème-là. Il y a une inquiétude globale sur la société, comment elle évolue. Il y a une inquiétude globale sur des aspects antidémocratiques qui sont liés donc à l'impuissance des maires dans les petites communes. Bon, on a ça. Mais après, des violences physiques ou des violences de l'extrême droite caractérisées, non. On a par contre des maires qui sont inquiets d'une pression par en bas du point de vue de l'électorat. Quand l'électorat penche à C'est droite ça. et bien à droite et à l'extrême droite, on sent bien des élus qui sont mal à l'aise avec ça et qui donc du coup sont pas forcément très à l'aise à parrainer une candidature qui est à l'opposé. Donc on sent en tout cas oui que le climat social est pesant et le climat politique avec la domination des idées réactionnaires, de l'ordre moral, des idées de haine envers les autres, tout ça c'est très pesant, c'est sûr. Hein. Après, nous on a les exemples de violence de l'extrême droite, c'est plutôt à travers les réseaux militants. Il y a des villes comme ça, comme Lyon évidemment, à Lille, à Montpellier, il y a des villes comme ça où il y a des petits groupes de nazillons, des petits groupes d'extrême droite qui passent à l'acte, et on sent bien le danger qui est là. Puis on voit aussi à travers le mouvement anti-vax, on voit aussi comment l'extrême droite se reconstruit un peu, comment elle reprend un peu de place, y compris dans des manifs ou dans le mouvement social. Bon, donc on sent le danger. Nous, on sent le danger. On pense qu'il y a un véritable danger fasciste, en fait. Hein. Alors après, est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que c'est les résultats des élections qui vont accélérer un processus ou pas? Ça, on n'est pas capable de le dire, mais on sent qu'il y a une société qui est de plus en plus violente et on sent une extrême droite et une fascisation qui est particulièrement inquiétante. Ouais. West te demande, Monsieur Poutou, ami du café ou ami de la police? Ah, plutôt ami du café, ouais, ça c'est clair. Et pas ami de la police, même si c'est toujours pareil. Il y a on arrive à avoir des discussions avec des policiers qui se disent de gauche ou qui se sentent de gauche et qui sont un peu mal à l'aise par rapport à tout ça et qui sont même mal à l'aise dans la critique de l'institution parce qu'ils se sentent visés, alors que ils sont pas tous pareils. Mais oui, la critique de la police, il faut la faire. La critique de la violence policière, la critique d'une police qui tue, il faut le faire, malgré les pressions du pouvoir, malgré le déni du pouvoir ou les dénis de syndicats d'extrême droite de la police. Hein. Là, par exemple, Darmanin a déposé plainte contre moi. La plainte a été déposée. Ouais. Et en fait, tu t'attends à être convoqué, c'est ça? On va être convoqué pour une enquête préliminaire, donc ça sera une audition libre. Et alors, il y a à la fois la plainte qui est déposée, mais toute la prudence aussi de Darmanin et du pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent leur temps. Là, aujourd'hui, la plainte est déposée, mais ce n'est pas encore validé. Et donc, il y a une enquête préliminaire pour vérifier pourquoi j'ai dit la police tue. Je te remercie publiquement de m'avoir foutu dans la merde, hein, puisque tu as cité mon travail et le travail d'autres personnes, mais moi nommément sur je sais plus quelle chaîne, où d'ailleurs le journaliste a pouffé quand tu as prononcé mon nom.
Bon, j'ai trouvé ça aimable. La police a tué des manifestants. Comment ? La police a tué récemment des Dans les manifestants. manifestations? Ah ben, on a Rémi Fraisse et puis Zineb de Marseille, ça c'est déjà clair, c'est dans les manifestations. Mais maintenant, je vous dis dans les quartiers populaires, mais ça c'est des travaux qui existent. Et là, on veut bien débattre là-dessus. Si vous voulez, on va sur les plateaux, on va discuter sur la base de travaux qui sont faits, sur la base des chiffres sérieux qui sont faits, y compris même avec des journalistes qui font le travail. On peut voir avec David Dufresne, on peut voir des tas de gens comme ça qui ont répertorié, qui ont discuté, qui ont essayé de mesurer le niveau de répression de la police. C'est une réalité. C'est vexant. Non, c'est une confirmation. Voilà, tu vois de quoi je veux parler. Mais ça n'a pas aucune espèce d'importance. Mais donc Darmanin a déposé plainte. Est-ce que tu penses qu'il le fait pour défendre l'institution ou pour calmer les troupes? Alors après, c'est difficile à analyser, mais on peut penser quand même, c'est tellement absurde en fait, c'est tellement pas tenable qu'on pense que son premier souci, c'était de plaire au syndicat de la police. Mais là, ce qui est marrant à voir, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils essaient de gagner du temps et puis qu'après l'élection, ils vont lâcher l'affaire. Mais ça peut aussi aller au bout, hein. On n'est pas en train de faire les malins parce que tout est possible. On a bien vu des décisions de justice qui sont complètement aberrantes, ça peut le faire, hein. C'est quand même aussi intéressant d'être là pour dire ces choses-là et de dénoncer la violence policière, mais Non, pas juste. justement C'est là, dénoncer aussi la violence politique et la répression politique, c'est d'essayer de faire ce lien parce qu'en fait la police elle n'est pas violente parce que c'est des cow-boys qui sont méchants comme ça, c'est qu'il y a aussi une police qui est là pour défendre un certain ordre social et cet ordre social c'est déjà de faire taire la contestation et puis cet ordre social c'est aussi toute la domination idéologique des privilégiés et puis ça se mélange avec le mépris social, la haine de classe et puis y compris le racisme. Donc c'est un peu tout ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter, à mettre à plat, et puis et ça pose le problème d'une population qui a intérêt à se poser les problèmes de comment elle se défend par rapport à ces dérives-là. une des affiches de campagne, oui, la police tue. Donc là, tu confirmes tu affirmes le propos que tu as tenu dans nos quartiers et nos manifs. Donc ça, c'est intéressant parce que vous ne restez pas sur le maintien de l'ordre dit social. Dans les manifs, hein. Qu'on a vu à l'œuvre dans les manifs, mais vous mettez les quartiers, donc là on voit bien votre sens historique des choses. Et le slogan, c'est désarmement de la police. La question de la police, parce qu'elle n'existait pas vraiment dans vos précédentes campagnes. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui vous en parlez comme d'un argument majeur. Vous avez aussi des choses contre la discrimination, sur la santé, sur les salaires, et maintenant il y a la police. Pourquoi la police surgit dans votre programme ? Alors, elle ne surgit pas parce qu'en 2017, on était sur le désarmement de la police et on avait eu des gros problèmes aussi sur ces questions-là. En plus, qu'il y avait eu un attentat terroriste à la fin de la campagne, donc du coup, tout avait été mélangé. On était pour le désarmement de la police, donc du coup, on laissait les terroristes faire ce qu'ils voulaient. Enfin bon, on avait déjà eu beaucoup de difficultés là-dessus, hein. C'était aujourd'hui, à la limite, le désarmement de la police, on le voit avec Mélenchon qui le défend aussi, on le voit avec d'autres à gauche qui le défendent. C'est plutôt quelque chose qui rentre un peu dans les préoccupations politiques. De toute façon, avec la répression des Gilets jaunes et puis tout ce qui s'est passé autour avec Macron, ça fait partie des sujets politiques importants. La violence policière, elle est vieille. Ça fait des décennies que dans les quartiers populaires et les quartiers populaires, qui c'est qui sont visés? Ce sont les personnes d'origine immigrée, c'est les blacks, les arabes, on le sait. D'ailleurs, quand on voit la liste des jeunes qui sont tués, ce sont des noirs ou des arabes. Ce racisme d'État qui est lié aux politiques coloniales, et aujourd'hui on sait que c'est pas que du passé. Le colonialisme, en tout cas ce sentiment de domination et d'écrasement est toujours d'actualité. Donc voilà, mais c'est la partie visible. Après, nous, on voudrait discuter pas juste d'une police qui est violente ou qui est méchante, on voudrait discuter aussi d'un pouvoir politique qui défend son ordre, qui défend ses privilèges. Et dans une période où le chômage explose, la pauvreté, la précarité, les inégalités sociales, où les difficultés, les souffrances sociales se généralisent, on imagine bien un pouvoir qui est en train d'essayer de se protéger. Et la seule façon qu'il a de se protéger dans les périodes de crise ouvertes comme aujourd'hui, c'est d'intimider, d'écraser, et de se servir de sa police, de sa justice, qui sont des outils entre les mains de l'État pour museler la population et pour la calmer. Ce qu'on dit, on a eu des discussions avec des policiers qui sont en civil et tout ça, c'est un peu plus facile dans certaines situations très particulières.
Ce que je te disais au début, c'est que des fois, ils sont mal à l'aise avec ce qu'on dit parce qu'ils se sentent visés aussi. Mais ils comprennent aussi que tout ça, c'est pas si simple que ça. Et donc, on n'est pas non plus vu comme des ennemis par toute la police, mais il faut quand même arriver à poser les problèmes quoi, de cette institution-là. On vise pas les policiers, on le vise pas, on vise la police, l'institution, on vise les policiers racistes, les policiers violents. Ça, c'est sûr, ça existe, il faut en parler. Les contrôles aux faciès, tout ça, c'est pas possible de nier cette réalité-là. Donc, ces choses-là, elles existent, il faut en parler. J'ai lu la bande dessinée qui s'appelle Flic, il n'y a pas longtemps, qui est tirée d'un bouquin qui s'appelle Flic, qui était donc ce journaliste qui s'est infiltré pendant 2 ans. Il a passé quelques mois dans le commissariat du 19e arrondissement à Paris. C'est hyper intéressant, la description qu'il fait. Et il n'est pas en train de faire un truc en disant les policiers, c'est des enfoirés et tout ça. Il est en train de raconter une réalité d'une violence avec sexisme, racisme, une sorte d'impunité de la police. Ça existe et ça doit exister dans énormément d'endroits. Et ça, il faut qu'on en parle. Et on peut pas. Et c'est la démocratie aussi, c'est la question de la transparence, la question de la justice sociale. Donc c'est pour nous, alors, dans la campagne, oui, ça prend un aspect très important parce qu'on est de fait confronté à ça. Même si personnellement, de toute façon, moi je suis un vieux blanc, a priori, je ne suis pas celui qui serait le plus visé par les problèmes avec la police. Hein. 2 dernières questions. On a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas de débat télévisé, finalement, le jeu de la campagne, il est un peu faussé. Et si, quand vous arrivez dans l'exercice du pouvoir, ça ne fonctionne pas, est-ce que vous ne vous posez pas, vous, le NPA, des questions sur est-ce que c'est bien notre rôle, le rôle du parti, que d'aller dans des instances qui sont peut-être pas faites pour vous, au fond? Et c'est vrai qu'on force un peu les choses, c'est-à-dire on essaie de forcer une invitation alors qu'on n'est pas invité. Hein, c'est un peu comme quand on pique un carton d'invitation et puis qu'on essaie de… Voilà, bon, c'est ce qu'on essaie de faire en fait, c'est d'essayer de se démerder à avoir un carton d'invitation et aller à un endroit où c'était pas fait pour ça. Et donc on en est conscient de ça. Mais c'est toujours pareil. D'ailleurs, ça se discute dans les milieux militants. Hein. Il y a des courants libertaires, par exemple, qui disent non, il faut vraiment pas y aller, il faut pas jouer ce jeu-là. Il faut se concentrer sur les luttes, sur tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, et pas s'éparpiller. Ça se discute. Nous, on considère quand même, comme tu dis, hein, malgré toutes les difficultés, malgré même le risque que ce soit pas si efficace que ça d'être là, s'il n'y a pas de débat, un écho qui sera beaucoup plus limité, c'est vrai. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, malgré même les emmerdes dans lesquelles on se met, parce que si jamais on n'a pas les parrainages, on va avoir un début de dette. Il va falloir gérer le papier qu'on a qui va nous servir à rien. Il va falloir gérer des tas de soucis par la suite. OK, mais on se dit quand même que, en réalité, si on prend le raisonnement à l'envers, pourquoi on n'irait pas là? Pourquoi on n'irait pas les faire chier? Pourquoi on n'irait pas faire entendre une voix de colère, de révolte? Pourquoi on ne se mettrait pas dans ces chaînes de télé de milliardaires? C'est vrai qu'on a envie de les faire chier, on a envie d'être là, on a envie de bousculer. Alors on n'est pas prétentieux au point de penser que parce qu'on est là, ça va tout changer. Évidemment que non. Mais c'est ce qu'on dit dans les meetings. C'est une parole comme la nôtre, et pas que la nôtre. Hein. Il y a celle de Nathalie Arthaud. On n'est pas non plus en train de dire il n'y a que nous, ou même Kazib, s'il y arrive. Ces paroles-là, ça compte. Ça compte parce qu'il y en a marre d'être étouffé, envahi par des paroles d'ultralibéraux, de conservateurs, de petits fachos, de racistes. Et on veut faire entendre ça. Et même une petite voix, ça peut donner un peu de confiance. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui aspire à autre chose, qui a envie de respirer, qui a envie d'oxygène. Et nous, on est un petit peu cet oxygène-là. On n'est pas juste dans une société de merde. Il y a autre chose qui existe et nous, on veut le faire exister. En tout cas, être un de celles et ceux qui peuvent faire exister ça. Et donc voilà, au bout du compte, on se dit, mais il faut qu'on y soit. Voilà, ça ne peut être que utile. Là-dessus, Olivier Azam, que je salue, des mutins, te dit, mais alors pourquoi ne pas aller sur CNews? Mais tu n'es pas obligé de répondre. Une dernière question. Ouais. Bien, double café, je peux répondre vite fait à ça. Ah bah s'il te plaît, bien sûr. C'est vrai que aller à Hanouna ou pas, par exemple, on dit un nom, voilà, c'est un nom d'émission, on n'y va pas. Voilà. Est-ce qu'on a raison? C'est des émissions populaires, c'est des émissions où forcément ça donnerait un peu d'écho. Mais nous, on se dit que voilà, on n'est pas prêt non plus à tout faire parce qu'il y a des endroits où c'est que de la polémique, où c'est que un peu de provoque et c'est fait pour qu'on dérape, c'est fait pour qu'on dise des choses. On n'a pas envie en fait de ça. On n'a pas envie de ce côté un peu spectacle. Et CNews, c'est vraiment là symboliquement, on n'a vraiment pas envie d'y aller, quoi. C'est un endroit pour nous où ça véhicule toutes les idées de merde, de haine, de racisme, même quasiment sans complexe. On veut vraiment pas être sur ce terrain-là. Et donc, voilà, ça veut pas dire qu'on a raison de faire comme ça, mais aujourd'hui, on le sent comme ça. On dit, on va choisir les endroits où on va. Il n'y a pas de raison d'aller faire le malin n'importe où. Comment le NPA voit son rôle pas dans la campagne électorale, mais au-delà? On met à part l'hypothèse que tu sois président de la République. Bon, on met ça à part. C'est vrai que c'est pas le plus probable. Si tu ne l'es pas,
En fait, ce qu'on essaie de discuter dans cette campagne, c'est comment on peut reconstruire un outil politique qui soit celui des opprimés, des exploités, avec d'autres, quoi. On sait qu'il y a des recompositions nécessaires, on sait qu'il faut construire des outils plus larges. Et on espère que la suite de la présidentielle, ça va être le début de concrétisation, en tout cas, et de prise de conscience de l'urgence qu'il y a de se retrouver, de se battre. On a déjà, à notre avis, une bataille unitaire antifasciste à amorcer quand même, le plus rapidement possible. Et puis à côté de ça, c'est des mouvements sociaux voilà, parce que derrière l'élection, enfin, ce qui est le plus probable, c'est que c'est Macron qui reste. Si c'est pas Macron, le plus probable, c'est que c'est Pécresse ou Le Pen qui l'emporte. Dans tous les cas de figure, c'est hyper flippant et c'est hyper dangereux pour nous. Donc, on sait qu'on n'aura pas le choix qu'à un moment donné de se poser les problèmes ensemble très largement de la reconstruction à la fois du mouvement social, mais de la reconstruction d'outils militants, d'outils politiques. Et donc, ça suppose une recomposition quelque part du côté de la gauche radicale. Et il faudra voir comment on peut faire, comment on peut rassembler les forces militantes, mais de la même manière qu'il va y avoir une recomposition à droite et à l'extrême droite. Donc, du coup, il y a une forme de course de vitesse. On a intérêt, nous, à être à la hauteur de la période. Alors, deux questions. Une sympa, une plus embarrassante. On fait laquelle d'abord? Et après, c'est fini, je te promets. Ouais, oui, je vois. Je sens la pression qu'il y a sur toi, les camarades qui sont en train de te dire, oh là là là. Alors là, sympa, il y a beaucoup de questions de gens qui voudraient vous aider. On a un site internet, on a une page Facebook. En fait, le plus simple, c'est ça, c'est de laisser des messages. Il y a des camarades qui sont normalement vigilants et qui répondent. Voilà, on a des adresses mail. Là, j'ai pas tout en tête, mais bon, il faut aller. Voilà, il y a un site qui s'appelle Anticapitaliste, il y a un site qui s'appelle NPA 2009. On a des pages Facebook. Moins vite. On est en train de les donner dans le chat. Voilà. Poutou2022.org. Ouais, tout à fait. Twitter.com/NPA_officiel. Voilà, tout ça c'est dans le chat, voilà. Et donc la dernière question, je ne voulais pas poser de questions politiciennes, mais là on est quand même un petit peu obligé. Ah, de qui on va parler? Ouais, mais vas-y. Non, vas-y, d'après toi. Je sais pas. Toniax te demande, bonjour, un rapprochement avec la France insoumise est-il envisageable? Ça rigole, ça rigole là. C'est pas un sujet marrant pourtant. Hein. Ben voilà. Ouais. Alors le rapprochement quand pour les élections là ou pour après les élections? Les deux, bon général. Parce que pour les général Poutou. C'est un peu raté quoi. Mais nous on dédramatise là. Et je pense qu'aussi du côté de l'équipe de Mélenchon, ils dédramatisent la division. Bon après on voit Mélenchon, il est quand même plus préoccupé par recoller les morceaux avec Roussel qu'avec nous hein, dans les interviews. Donc on est moins sous pression et je pense qu'il y a une conscience de part et d'autre qu'on a des choses différentes à dire, même s'il y a des points communs, évidemment, puisque les camarades de la France Insoumise, mais aussi les camarades du PC, d'une certaine manière, hein, on se côtoie quand même ou dans les syndicats, ou dans les manifs, ou dans les quartiers, là où on vit. Donc on sait qu'il y a des points communs, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, on a des choses différentes à dire, et c'est vrai qu'une campagne présidentielle, voilà, on aurait un autre moment pour le faire, on le ferait, mais là, on le fait là. Et c'est l'occasion justement de débattre des perspectives politiques. Et on sait que la probabilité est quand même que ce soit une victoire de merde à l'issue des élections et qu'on aura besoin de se battre, de se défendre de toute façon dans la rue, dans les entreprises ou dans les quartiers. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter. Donc, de fait, après les élections et de suite, il faut qu'on discute de comment on fait pour se battre et changer le rapport de force dans la société. Donc, il y aura un rapprochement d'une manière ou d'une autre avec les forces militantes. Nous, on discute plus facilement de rapprochement et de lien avec les équipes militantes qu'avec les états-majors. C'est un peu plus compliqué, les états-majors. Mais en tout cas, la vie commune avec des militants, des équipes militantes, c'est une urgence. Il faut qu'on arrive à trouver des moyens de créer des cadres où on se rencontre, on discute et on agit ensemble. Mon cher Philippe, merci beaucoup. Il est 10h13. On avait dit qu'on s'arrêtait à 10h parce que tu dois partir Born to be Alive. Hein, tu dois faire ton Hernandez sur les routes de France. Il y a quand même une dernière question qui est essentielle de P14XY. Le Picasso derrière toi, c'est un vrai? Ça va la bourgeoisie? Je crois que c'est une reproduction, mais le vrai, il est vachement plus grand. Hein. Oui. Là, c'est vraiment, c'est pas qu'il est loin là, il est vraiment à côté de moi et il est tout petit. Hein, donc, Bon, super. Merci beaucoup Philippe. Moi, je vais rester avec les gens qui sont là. Amusez-vous bien et à très vite. Bon courage. Merci David et merci à tous les autres et au revoir. Voilà, force à Philo. Au revoir. Au revoir. Bien. Est-ce que tu peux le faire jusqu'au bout? Tu te lèves de ta chaise. Ah ouais, se lever comme ça. Tu dis au revoir
et tu te Ouais. lèves et tu t'en vas. Ouais. Et il y avait la Marseillaise, là, on l'a pas. Hein. On On s'en va avec l'international, ça vous va? Oui, c'est mieux. Vas-y, chante Allez. l'international. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao, merci. Guernica, Picasso. On n'est pas chez les cons, vous êtes au poste.